On va parler un peu de la carrière de Guillermo del Toro. Je vous propose de faire tous les films dans l'ordre. Oh putain, un peu. On peut commencer avec son premier film que j'ai découvert moi cette année en salle. Qui est ressorti. Il est ressorti en version 4K et j'ai la collector, donc qui est magnifique. Merci. On doit t'applaudir avec les deux mains, Régis, c'est ça? Merci. Les films du Camélia, voilà. C'est venu. Donc voilà, Chronos, c'est, pour faire le pitch rapidement, le premier film de Del Toro qui sort en 92 et qui raconte l'histoire d'une sorte d'antiquaire qui a plein de babioles un peu mystiques et tout. Et il tombe sur une babiole qui fait un truc assez spécial. C'est une sorte de scarabée qui se colle à ta main ou à n'importe quel endroit. Et ça fait un truc assez spécial qui le fait devenir quelque chose de particulier, qui a un rapport avec beaucoup des autres films de sa filmographie évidemment. Et c'est lui qui est confronté à une sorte de nouvelle vie. Il change. Je sais pas si je peux dire ce qu'il devient. Je sais pas si c'est un spoil. Je pense que c'est un peu un spoil. C'est vite fait un spoil, quand il devient. En fait, juste avec l'affiche, on comprend un petit peu ce qu'il devient. J'ai l'impression. Et mais je vais pas spoiler. Le fait que ça s'appelle Chronos, je pense que vous pouvez deviner que c'est un rapport au temps. En gros, il est voilà. Quand il a ce truc sur lui, il devient immortel, quoi. On a cette impression-là. Mais il devient quelque chose de particulier qui est dans ses, on va dire, dans ses clichés que vous voyez un peu dans l'affiche. Et donc, moi, rapidement, mon avis dessus, et je vous laisse. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Dès le début, en fait, on ressent le Del Toro. Il a toujours ses décors, le magasin d'antiquaires, il adore, il est méga fan. Cabinet de curiosité, presque. Ouais, c'est ça, c'est carrément son truc. Il est passionné par le monstre, par les créatures, par l'humanité. Cette personne-là, qu'on voit sur l'affiche, le personnage principal, il a un enfant. Donc il y a cet apport au père qui revient dans tous ses films. Il y a Ron Perlman aussi. Je crois que c'est l'un des premiers gros rôles de Ron Perlman en plus. Enfin, gros rôle. C'était pas un gros film à l'époque, mais c'était une découverte. Ils ont fait tellement de films depuis. Il y a marqué le film, c'est Chronos. Il y a littéralement marqué. Sur le fiche en fait. Et en gros, ça qui est hyper fascinant, c'est qu'on voit déjà toutes ces lubies, toutes ces fascinations. C'est pas un film d'action, hein. Et à un côté, en fait, c'est à la fois en espagnol parce que c'est au Mexique, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est au Mexique. Mexico City, je crois. Enfin, je sais plus. Et en même temps, il y a le côté américain. Parce qu'il y a donc une grosse boîte, je sais plus ce qu'ils font exactement, je l'ai déjà oublié, mais en gros c'est le cliché des Américains, ils sont en surjeu total, qui veulent trouver cet objet parce que le mec PDG il est malade et cet objet pourrait lui sauver la vie. Et donc il y a tout un mythe qui se crée par rapport à ça, il y a toute une mythologie, une légende aussi, et je trouve ça fou que il a déjà trouvé son film, son truc dès le premier. Et ensuite, il change entre guillemets sa patte. Il a quelque part pas changé de thème depuis le premier. Il a pas mais en même temps, et d'univers. En fait, vu qu'il est, je pense que vous le savez déjà tous, mais peut-être que le chat ou les viewers ne le savent pas. Mais du coup, il est mexicain et sa famille est extrêmement catholique. Et donc, en fait, je trouve que déjà dans son premier film, tu retrouves ce côté il voit la religion et toutes les histoires autour de la religion comme des mythes. Et du coup, il les exploite à chaque fois et il essaye aussi de désobéir à ça un peu tout le temps. Et je trouve qu'en fait, ce premier film-là, genre, ça retrace trop bien sa jeunesse, son enfance et tout. Et je sais pas si vous savez, mais son père, il était vraiment méga riche américain. Il a gagné 6 millions en loto, exactement. Donc, et il s'est fait kidnapper après. Il s'est fait spoil pas tout, spoil pas tout. Pardon. Il y a un gap entre les deux films. Il y a un gap à un moment, Et donc, du coup, moi, je trouve que ça se voit quand même qu'il a eu cet espace pour faire grandir quand même des choses autour des créatures, de sa grand-mère aussi, parce que sa grand-mère était très, très pieuse. Et donc, du coup, elle parlait beaucoup de fantômes. C'est quelqu'un qui croit énormément aux fantômes et aux esprits. Donc, je trouve que ça se voit vraiment, genre, dès le début, c'est un bon film d'introduction. Je sais plus quel âge il avait en revanche quand il l'a fait. Là, il a 60 piges, donc c'était il y a 30 ans. Il devait avoir la vingtaine. La vingtaine, quoi. Mais ouais, c'est vraiment genre un de ses marqueurs premiers films. C'est vrai, tu l'as dit, mais on retrouve absolument toutes les thématiques qu'on retrouvera par la suite dans sa filmo, quoi. C'est assez impressionnant parce que faire un film de monstre avec si peu de budget et que ça fasse jamais trop roots entre guillemets. Moi, je pense notamment au début de Peter Jackson ou de Sam Raimi où pour le coup ça faisait vraiment avec système D, quoi, vraiment. Et là, je trouve que ça fait vraiment très noble entre guillemets dans la manière de représenter le monstre et très, j'ai pas envie de dire pur, mais en fait il y a beaucoup d'idées, notamment ce rapport qui va explorer tout le temps, mais le rapport au marbre également, qui va rentrer dans une partie de sa filmographie, et tout de même un rapport aussi très... Je dirais qu'il est entre tradition et modernité, ce Del Toro, parce qu'il va piocher à la fois dans des références picturales très... la peinture, la sculpture très classique, et en même temps, il y a déjà un peu des inspi très comic books qu'on va retrouver un peu plus tard dans sa filmographie, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair.
Vous avez des choses En à fait, vous avez ajouter tout dit, je Ouais, vraiment rien ouais, j'avoue, on a ajouter. grave parlé. Mais, C'était très, très ouais. Nickel. On peut passer à son Il y deuxième. a qui des est- trucs un peu qui ont un peu vieilli forcément. Oui. Bah, il y a Oui, pas de mais budget, bon. tu vois, il y a 2 millions et tout. Il y a un truc un peu vieilli, Enfin, mais le film, il est il- plus vieux que moi, genre. il se regarde Voilà. comme quasiment nous tous sur le plateau. Et Il n'est pas plus vieux que vous. C'est euh, terrible. Hein, c'est terrible. Et est-ce que on peut parler peut-être du deuxième film? Alors, faut savoir qu'entre temps, Chronos et Mimic, justement, le père de Del Toro avait gagné au loto. Pardon, je lui ai pris sa transition, je suis navrée. Non, t'inquiète, justement, j'allais en parler. Il a gagné au loto, et du coup ils étaient blindés Ouais. grâce au loto, mais le père voulait quand même il a dit récemment dans l'interview, il y a des blue collar jobs, il dit ça, donc c'est travail manuel, Ouais. il voulait bâtir une maison, ils l'ont fait eux-mêmes la maison et tout quand même. Oui, après, il avait un lionceau dans la maison, donc bon, bref. Ouais, c'est On vrai, en tout parlera un plus truc. Et le père a été kidnappé. Classic shit. Kidnappé, Mexique. normal. Et ils ont demandé 1 million, je sais plus si c'est de dollars ou quoi. Ils ont demandé, Non, oui, vas-y, pardon, excuse-moi. c'est ça, hein, c'est plus. Non, non, mais je te recorrigerai après, Régis, Ok. sur cette Et anecdote, j'ai- parce qu'il y a beaucoup de faux dires sur Internet. Et, Ok, non, mais c'est lui qui ma l'a dit. profession. C'est Del Toro Oui, oui, qui l'a dit, justement, en justement, interview. vas-y. Je t'en ok. supplie, je t'en Bah, supplie, continue. Parce que j'ai revu une interview lui qui en parlait justement récemment là, Oui. et il disait bah oui, mon père était kidnappé, c'est James Cameron qui m'a aidé à Mhm. parce qu'ils étaient potes entre temps Ouais. entre avec Chronos et Mimic. James Cameron qui m'a aidé à retrouver mon père, il a chopé un négociateur du Royaume-Uni, je sais pas quoi. C'est ça. Donc c'est lui qui l'a dit en interview. Après s'il ment Del Toro, c'est Non, pas... non, il disait justement que c'était pas 1 million, parce que tout le monde disait ouais, c'est 1 million et tout, et c'était pas 1 million, c'était genre 250 000, mais ça restait quand même énorme. Beaucoup, ouais. voilà. Beaucoup, ouais. Ils sont cons, s'ils C'est savent tout, qu'il a c'est eu tout, 6 c'est millions, pourquoi tu demandes 250 000 Ouais, mais bon, 3 voilà. millions ou 4, je ne sais Voilà. pas. Et c'est Cameron du coup qui a un peu sauvé son Oui. père, et ça il le dit, ça l'a traumatisé du Mexique. Il voulait vraiment quitter le pays, plus jamais revenir parce qu'il se sentait Ouais. plus du tout en sécurité. Et c'est un truc qu'il a porté toute sa vie après, apparemment. Et ça a un lien avec son père, parce qu'il le dit souvent moi, mon père, j'avais peur de lui, mais je l'aimais. Et en même temps, je voulais pas devenir mon père. Et maintenant que j'ai des enfants, je suis devenu mon père et ça me dégoûte. Et du Ouais. coup, c'est Toujours un toute sa rapport au père, filmographie. hein, ouais. Ouais, bah ouais. Et ça qui est Ouais. intéressant. Et il a fait un autre film, du coup, plutôt aux States cette fois-ci, dans le métro, le film Mimic de Miramax, avec donc Weinstein qui épaulait le projet. Et il avait Oh, détesté joli. bosser sur Mimic, c'est ce qu'il dit. En tout cas, il y avait des choses qu'il détestait dans Mimic, parce que Weinstein le faisait chier, quoi. Et Ouais. apparemment, Son James film Cameron l'a de- encore défendu par rapport à Weinstein, c'est ce qu'il disait en interview. Et pour moi, c'est son pire film. Donc, Ouais. Je crois que je l'ai pas vu, je me faisais la non réflexion. pas qu'il mais... est mauvais. Tu l'as vu? Je l'ai vu il y a très longtemps et j'avoue que. Bah, j'ai pas pu le revoir, là. le pitch, c'est. Moi, je l'ai revu là. Je l'aimais plus à l'époque que maintenant, j'avoue. Ah. En fait, j'ai aussi vu la version peut-être trop. Il y a une Director's Cut, j'ai vu celle-ci. Je crois que ça rajoute 10 minutes et c'est trop long Ah, pour le coup. Mais en gros, c'est donc des scientifiques qui bossent sur des bestioles. Et t'as une bestiole qui s'est perdue, on va dire, dans le métro. Et donc, ils doivent la rechercher. Bon, je caricature un petit peu. C'est un film de monstre, dans le métro, plus ou moins en huis clos, d'enquête, avec plein d'acteurs connus. Il y a Josh Brolin, par exemple, dans le projet. Ouais. Norman Reedus. Non, non. Oui, il est dedans. Il est dedans. Il est J'ai dedans pas fait rapidement, gaffe. ouais. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. tu vois. Comment il s'appelle? F. Murray Abraham. Oui, ça, crois. il est dedans. Lui, il a un rôle assez important. Mais Norman Reedus, j'ai même pas fait gaffe. Quoi. Je l'ai vu. surtout Je l'ai vu à qu'il 2h, est je l'ai vu à bien, 2h du matin aussi, j'avoue. Ouais. Mais j'étais un peu dans les vapes. Mais donc, c'est le film de monstre, un peu entre guillemets à la Alien, mais dans le métro. Et la créature, pareil, en fait, c'est une petite bestiole au début, puis elle évolue et grandit comme un xénomorphe un peu. Ouais. Et puis il y a beaucoup de références aussi visuelles à Alien. Et c'est trop long, premièrement. Après, le Director's Cut, j'ai vu celle-ci récemment, je l'ai revu. Mais ça reste fun, quoi. Je trouve qu'il a quand même des idées de mise en scène. Je trouve qu'il y a encore cette obsession des décors très bibliques à certains moments, des lumières un peu Ouais. divines. On voit déjà un peu ces fenêtres qu'il a dans beaucoup de ses œuvres. Parfois, c'est un œil un peu de Dieu. Parfois, c'est plein de trucs. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et en même temps, la créature, c'est une sorte de personne qui vit dans le métro, quoi, qui a une vie, qui veut créer quelque chose. Donc, il est quand même humanisé, mais ça reste une bestiole, quoi. Ouais. Ça reste un insecte. C'est juste que la chaîne alimentaire, c'est un peu inversé. Donc, il n'y a pas le côté humain de la chose, même s'il y a des choses humanoïdes. Et tu as l'impression qu'il ressent aussi des émotions, cette créature. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Il est assez crude, je trouve aussi, par moments, notamment, il y a des meurtres d'enfants dans, Ouais, ouais, dans non, le écoute, Ah oui, ok, ouais. Il y en a beaucoup par endroit, et je trouve qu'effectivement, il est compliqué parce que c'est vraiment un film parasité par les studios, quoi. Ouais. C'est ça qui est dur à voir, et c'est très chaud, quoi. Mais, effectivement, même dans le pire,
de ce que fait Del Toro. Il y a quand même des idées intéressantes, notamment dans le design de la créature. Et puis, même on y reviendra, mais en fait, j'ai l'impression que quand il a commencé sa carrière, il a fait une checklist de toutes les créatures qu'il a envie d'aborder. Et qu'à chaque fois, il essaye de checker. Et là, c'est effectivement une créature un peu à la Alien, mais en même temps, c'est quelque chose de très immense insecte, parce qu'il va revenir sur beaucoup de créatures très mythiques, entre guillemets, des vampires, là, du coup, Frankenstein, où à chaque fois, là, c'est une des créatures les plus kitsch, peut-être, de la science-fiction, mais où il essaye de la remettre dans un twist assez intéressant, quoi. Ok. Après, je sais pas à quel point c'est une vraie créature, ce truc, dans une mythologie. Pour moi, c'est juste un insecte, quoi. Pour moi, un mimique, c'est même pas ça d'ailleurs. Mais après, bon, c'est un rapport avec. Voilà. Mais c'est vrai. Mais il y a un truc où. Oui, on ressent ses obsessions, mais surtout, c'est marrant de revoir Mimic après Frankenstein parce qu'il est obsédé par les bestioles. Et là, c'est un film qui parle de bestioles, quoi, d'insectes. Et dans le Frankenstein, c'est le personnage de Mia Goth qui est obsédé par les insectes. Ouais. Et on retrouve beaucoup de trucs comme ça. Il s'auto-référence des films à chaque fois. Mais voilà, c'est un projet qu'il aime pas trop parce qu'il y avait trop d'interférences du studio. Ça l'a un peu saoulé. C'était son premier film américain. Il s'est dit, putain, c'est vraiment la merde, les States et tout. C'est horrible. Et en même temps, il a fait un film qui marche bien, quoi. Ça se regarde bien. C'est au moins intéressant. C'est trop classique. Et c'est son seul où il fait vraiment une sorte de monster movie slasher, quoi. On va dire. Je fais un pas de côté, mais c'est un film que j'ai longtemps, j'en ai pas trop de souvenirs, mais j'ai longtemps confondu avec un autre film, je serais curieux de voir si vous l'avez vu, The Relic, qui est un film de monstre dans un musée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vois de loin. Un truc, pas mais vu, je l'ai pas Créature vu méga hybride, longtemps. humain, panthère, ouais. Et en fait, c'est un peu même période, et bon, si vous l'avez pas vu, voilà. Mais c'est vrai que c'est un film, à cause des noms, The Relic, Oui. je l'ai souvent confondu, et il y a des trucs à faire, mais c'est un film voilà, je sais même plus qui le réalise, enfin voilà. Bon, voilà, petit pas de côté. Mais voilà, c'est sympathique. Ouais. Et du coup, c'est après celui-là qu'il a fondé Tequila Gang. Je te parle de ça comme si t'étais Wikipédia, donc peut-être tu vas me dire d'aller te faire foutre aussi, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas ChatGPT, Mais ça m'étonnerait pas, parce qu'après, c'est vrai qu'il retourne au Mexique, quoi. Ouais. Oui, donc c'est pour ça. Après, on peut faire la transition sur L'échine du diable, Devil's Backbone, qui tourne. Je sais pas s'il a tourné au Mexique ou en Espagne pour le Je sais coup. plus exactement. Moi, je Pour moi, sais pas où il a. c'était à En tout Guadalajara. cas, c'est en langue espagnole. Je sais pas où il a tourné, mais c'est un nouveau film en langue espagnole. Son dernier, je crois, du coup, de sa carrière, si je dis pas de bêtises. Ah Oui, non, parce que le labyrinthe de Pan, il est en Ah oui, il est parlé dedans, c'est vrai. Le labyrinthe de Pan, ouais. Donc il a fait 3 films en espagnol. Donc L'échine du diable, moi je l'ai découvert, je l'avais pas vu celui-ci pour le coup, j'ai découvert là pour cette émission. Et pour faire très simple, c'est un pays qui souffre d'un système autoritaire et un enfant qui se retrouve dans une sorte d'orphelinat, si on peut placer ça comme ça pour pas trop en révéler. Et il s'est passé un drame qui fait qu'il y a une sorte de fantôme qui erre, un faux fantôme d'enfant qui erre justement dans cette forme d'orphelinat. Et c'est un moment crucial du pays où justement on le voit beaucoup dans la carrière de Del Toro. Il y a ces figures autoritaires, il y a les femmes qui sont vraiment mises de côté, qui sont utilisées. Et je crois que c'est là aussi l'acteur de Chronos qui revient. J'ai pas vérifié si c'est le même. Ouais, il me semble, Mais donc il joue une sorte de figure paternelle. Et c'est comment à la fois les enfants doivent partir un peu à l'aventure. Donc c'est aussi un film, t'as l'impression de fantôme avec des enfants. Et en même temps, t'as toute une intrigue politique sur un mec, une histoire d'amour. Donc c'est quand même assez complet. Il est un peu Spielbergien aussi, vu que tu as toute une équipe de gosses que tu vas retrouver et où les gosses d'ailleurs jouent super bien. Et là, du coup, autre figure qui va prendre, c'est la figure du fantôme, pour le coup. Mais il y a aussi, moi, ça m'a choqué, quand du coup, je l'ai découvert aussi. Ça m'a choqué de voir qu'il y a une sorte de cave dedans. Et je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment la même cave que dans Frankenstein. Ouais, c'est vrai, avec l'eau et tout. Ouais, en bas. Et puis il y a un truc, en fait, le concept, c'est qu'il y a. Ouais, je sais pas si c'est un orphelinat, parce que je répète ça, mais c'est pas vraiment. C'est un orphelinat. Ils disent orphelinat, je sais plus, bref. Oui, si. Et ils veulent pas accueillir l'enfant parce qu'en plus il prend la place de l'enfant qui est décédé. Il y a tout un truc sur tu sais pas vraiment ce qui s'est passé, forcément il y a une enquête aussi en même temps. Et il y a une bombe en plein milieu de cet orphelinat qui n'a jamais explosé. Évidemment, elle a été désarmée, merci, entre temps. Et du coup, il y a ce symbole de la bombe en plein milieu de l'orphelinat où il y a les enfants qui jouent. Mais en même temps, c'est des enfants, et du coup, il y a de l'harcèlement, il y a des trucs et tout. Et c'est aussi un traumatisme qu'ils vivent tous ensemble. Et il y a un côté Goonies un peu la chose, ça m'a fait penser parce que du coup il y a Josh Brolin dans le précédent film, c'est assez rigolo.
Et ouais, moi j'ai bien aimé. Esthétiquement, j'ai trouvé très beau aussi comme film, surtout les moments en dehors, avec il y a un orange très fort. T'as l'impression que vraiment c'est un endroit qui est loin de tout. Bah, Il y a c'est un rien film de autour. prison et il y a vraiment Ouais. un côté, c'est presque un peu cartoonesque à quel point autour c'est vide, quoi. C'est vraiment le désert tout autour. Et je trouve que ouais, c'est un film où on est beaucoup dans une sorte de huis clos autour de ces personnages-là. Et c'est une sorte d'appel aussi à la liberté, sans trop spoiler ce qui arrive vers la fin. Mais effectivement, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est aussi un film d'enquête. Encore une fois, c'est à la frontière entre plein de genres. Toi, t'en as pensé quoi, Clara? Je m'en souviens très mal. Je m'en souviens très mal. Mais moi, j'avais bien aimé ce côté un peu prison. Je sais plus vraiment ce que... Parce que je l'ai vu il y a un temps. Hein. Donc non, en vrai, il est très cool. Il est très cool à voir comme un film qu'on étudie un peu. Mais bon, c'est pas ça va pas être nécessairement le kiff de tout le monde. Mais... Non, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est très, très classiquement bien fait, quoi. Mais c'est là aussi où il a commencé à avoir vraiment une équipe qui reprenait. Je veux rien spoiler de ce que Régé il a prévu dans son fil conducteur. Non, alors je dis rien. Dis tout, tu es libre. C'est à partir de là qu'il a commencé à reprendre des gens dans son équipe, à se former vraiment une vraie équipe. C'est pour ça que je posais la question pour Tequila Gang, parce que c'est le nom de sa production du coup. Et donc du coup c'est intéressant de voir que c'est aussi là où dans sa carrière il a commencé à bien s'entourer de plusieurs personnes pour pouvoir faire du meilleur cinéma finalement. Mais c'est vrai d'ailleurs que c'est un schéma qu'il va reproduire souvent, c'est-à-dire de faire un gros blockbuster ricain et après d'aller dans quelque chose d'un peu plus terre à terre, quoi. Ouais, il va pas clair. être dans une extravagance des budgets à chaque fois. Et je trouve que celui-là, c'est plus terre à terre quand même comme Del Toro, contrairement à son suivant. Ouais, t'as envie d'en parler peut-être? Non, je l'ai pas vu. C'est Ah, d'accord, ok. Mais vous m'avez donné envie. C'est vrai. Non, ça vaut le coup. Voilà. Et oui, le prochain, c'est Blade 2. Donc ça, tu l'as vu? Oui. Non, Blade 1, c'est moi les deux, je les ai revus là. Les trois. Non, les deux, j'ai revu les deux. Là, je ne reverrai pas Blade Trinity. J'ai revu les deux et le premier, il souffre beaucoup des trucs de super-héros de l'époque, fin années 90 et tout. Et puis le deuxième, ça n'a rien à voir. Non. C'est à la fois donc super kitsch et en même temps très assumé Il y a dans un le certain délire. film qui s'appelle Matrix qui est passé par là. Ouais. Ouais. Ça, parce que là, ça c'est 2002, le premier c'était 98, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est que Juste Matrix avant. est passé par là et tu ressens la différence, c'est clair et net. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il s'est dit, en fait, ce qui est le plus intéressant dans Blade, c'est les vampires. Parce que dans le premier, en fait, il y a des vampires, mais on s'en fout un petit peu, quoi. C'est voilà, il y a une sorte d'ordre. Oui, voilà, c'est des méchants, et puis basta. Et là, il s'est dit, en fait, si on faisait plein de vampires différents, ils forment une équipe avec Ron Perlman. En fait. Ouais, c'est ça. Il y a un vampire tueur de vampires. Exactement. C'est fascinant. Il y a encore le rapport au père, parce qu'une sorte de créature qui se crée par rapport à donc l'un des vampires. Puis là, ce design qui est devenu assez iconique avec les. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des effets spéciaux, mais infâmes dans le film. Ils sont horribles avec qu'on appelle ça des doublures numériques, mais catastrophiques. C'est le début de ça, donc. C'est le début de ça. Et puis en même temps, tu as des prothèses de malades avec des vampires qui ouvrent leur bouche, qui font des trucs trop bien. Et l'action est hyper jouissive. Et puis il fait un film où là, Wesley Snipes, il est au top, quoi. Il iconise à mort, il a quasiment pas de dialogue, c'est juste un mec qui vient buter des vampires, c'est super fun à suivre, c'est le badass ultime, mais en même temps, il y a beaucoup de cœur, pas mal d'émotions, il y a plein d'idées visuelles, t'as une partie toute la fin, et c'est encore, très il va bleu. mettre plein de références, notamment sur la fin, sans trop en dire, il y a une sorte de grosse référence à Predator, également dans le design d'un des persos. Mais en fait, oui, là, pour la première fois, il va vraiment s'amuser avec toute la figure du vampire, et je trouve que c'est peut-être son plus fun, mine de rien, de toute sa carrière aussi. Il le prend moins au sérieux, quoi. Il est difficilement fun, je trouve, Del Toro. C'est dur de voir. J'allais dire la forme de l'eau, mais c'est pas si fun. C'est dur de rentrer dans du fun dans la forme de l'eau. Il y a un stade où il devient très romantique. Del Toro, je pense qu'après Pacific Rim, il s'est passé un truc dans sa vie, il a besoin de romance. Mais à ce moment-là, il voulait juste voir des vampires se casser la gueule, quoi. Et c'est un film de commande, sûrement. Je ne vais pas vraiment renseigner sur à quel point. Oui, je crois que oui. Mais il s'est amusé avec le truc, quoi. Il s'est amusé avec le truc, ça a donné vie à. En plus, entre-temps, il y a les autres films de super-héros, les Spider-Man, les X-Men qui sont passés par là. Et celui-ci, il fait vraiment face parce qu'il arrive à être unique, c'est rated, c'est violent, il a plein de créatures dans le truc. Cette équipe-là, elle marche bien parce que Wesley Snipes, il est dedans, mais pas trop à la fois. Ils savent pas s'ils doivent se faire confiance ou pas. Il est un peu distant aussi par rapport à tous les autres. Il reprend ses acteurs habituels, notamment Ron Perlman, qui est en plus assez drôle dans le film. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de légèreté à l'œuvre. Et je trouve que
Du coup, moi, je me suis enchaîné effectivement aussi Blade 1, Blade 2. Je me dis, en fait, Blade 1, ça fait kitsch, ça fait vieillot, ça fait ringard. Blade 2 à côté, ça fait kitsch, ça fait vieillot, ça fait ringard, mais ça marche. Et c'est ça qui est très étrange aussi. Ouais. Chez moi, c'est paradoxal parce que j'aime beaucoup Blade 1, mais parce que quand il est sorti, j'avais 13 ans. Enfin, c'était vraiment la hype Blade 1. C'est trop cool. Il y a cette scène de boîte de nuit du départ qui est mythique dans la génération. Le sang, la musique, c'est vraiment cette période-là. Je les ai revus il y a quelques mois, là, il n'y a pas longtemps. J'adore. En fait, je préfère Blade 1 parce que il m'avait plus marqué en sortant, puisque c'était l'événement. Blade 2 reste le deuxième, d'une certaine manière, mais il avait l'apport Del Toro, quoi. Mais c'est là où Del Toro prouve qu'il arrive à faire des blockbusters jouissifs et pas cons. Et on le verra notamment avec Pacific Rim. Oui, c'est ça. Il prouve, donnez-moi l'argent, il n'y a pas de problème, je vous fais un truc qui ne prend pas les gens pour des idiots. Là, moi, alors, c'est marrant parce que les effets spéciaux ratés, etc., je me souviens qu'à l'époque, le ressenti n'était pas du tout comme ça. Quoi. Oui, vraiment. normal. Oui, c'était une révolution, quoi. Ouais. Et inévitablement, comme toujours, dès que tu mets du numérique, et ça par exemple, Predator Badlands, dans 10 ans, ce sera irregardable, j'en suis sûr, mais autre sujet. Blade 2, aujourd'hui, mais il faut passer outre. Et comme tu dis, le monstre dans le monstre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour créer une menace plus grande? Et ben, il envoie la menace vers le vampire. Et puis, les faire s'allier, c'est super intelligent. Enfin, il y a plein de choses. Sous-utilisation des personnages secondaires, parce que quand une team se crée, bon, tu parlais de Predator, voilà, il faut réussir à un peu. Et là, malheureusement, ils sont un peu vite expédiés. Ils s'en foutent un petit peu, sauf Ron Perlman et tout. Il y a Donnie Yen, Donnie Yen, grand artiste martial, l'un des grands du kung-fu, des films de kung-fu. Ip Man, Ip Man, mec, il a Ip Man, c'est la fin pour moi. Laisse tomber. Donnie Yen, c'est une légende, il en fait rien, c'est un peu dommage. Mais c'est à l'époque où Jet Li commençait à venir aux États-Unis, Donnie Yen s'est dit je vais tenter, etc. Bref, c'est le seul reproche que j'aurais au film, parce que sinon... En fait, c'est jouissif, c'est fun. Puis c'est vraiment une très bonne adaptation du rythme comic book aussi. Alors, je connais pas le comics pour le coup. Non, mais du rythme comic book, tu vois. De manière générale, vraiment, je trouve qu'à ce niveau-là, avec ceux de Sam Raimi, je trouve que c'est vraiment qui sont quand même au-dessus. C'est vraiment super bien fait, quoi. Ouais, puis il s'en fout, genre il va ressusciter un personnage qui est mort dans le premier. Il dit, en fait, j'en ai besoin de ce personnage, on va le revenir et puis basta, voilà, on passe à autre chose. C'est des vampires. Et Blade Trinity quand même pour en parler. On n'a pas le temps, faut pas. C'est dommage. C'est dommage. On va aller très vite. Je trouve qu'en série Z, c'est pas mal. Ah bah ZZ. Qui veut présenter Hellboy? Parce que moi je l'ai pas vu depuis super longtemps. Je sais juste qu'il y a des nazis. Mais ça c'est le problème, c'est qu'on se souvient souvent du 2. Ouais. Et là, le 1. Tout de suite, bande-annonce. Merci. On peut pas, les droits sur YouTube. Mais oui, c'est vrai que. On peut parler du 2 après, mais le 1. On peut faire les deux. Donc, il fait Hellboy, Labyrinthe de Pan et Hellboy 2, les trois comme ça, en 4 ans, donc ça va, productif. Mais Hellboy 1, il y a des monstres. Il y a des créatures, il y a des nazis, et ils sont très stylés. Voilà, je vais pas le dire, des vestes en cuir. Mais il y a une scène, je sais pas si c'est dans le premier ou le deuxième, qui tourne un peu sur Twitter, où il y a un nazi sous la pluie et qui est genre ultra badass et tout. Et t'as un mec qui a répondu à cause de Del Toro, quand j'étais gamin, je voulais me déguiser en nazi. Mais en fait, il est très très fort parce que il a encore son truc, au l'autoritarisme, au fascisme et tout, qui revient beaucoup. Il déteste ces gens, c'est clair et net. Mais alors Hellboy 1, c'est que j'aurais dû me regarder des extraits avant de faire cette émission. Mais c'est que il est pas du tout autant mémorable que le deuxième, parce que le deuxième il a beaucoup d'iconographie marquante, encore plus de monstres, il joue encore plus le côté biblique, des décors magnifiques aussi. L'action est meilleure, et puis c'est plus fantastique le 2 aussi que le premier, qui était beaucoup plus terre à terre. Donc il est plus tragique, l'histoire du frère et de la sœur. Puis cet attrait aussi dans les deux opus pour des équipes aussi, et des équipes assez extravagantes, notamment alors le feu et l'eau qui collaborent, et vraiment avec ces personnages. Et le symbolisme, c'est important. Oui, c'est très important. Dans le 2, ça va encore plus loin, parce qu'il rajoute plein de petits shitty friends qui vont arriver, etc. C'est vraiment... c'est sympa, quoi. Mais même cette gourmandise, c'est gourmand. C'est gourmand. Oui. Tu vois un film de Del Toro en général, mais notamment Blade 2. Cette scène du marché, là, au sein d'une ville moderne, marché de monstres. C'est génial. Juste, c'est généreux, quoi. Oui, exactement. Alors que le premier, on s'en souvient pas. Qu'est-ce qui se passe dedans? Après, surtout, moi, je les ai vus d'affilée.
Donc je sais que j'ai fait les deux en une soirée. Je me suis dit, vas-y, je vais faire les deux. Et bah, non, mais le 1 est sympa. Non, mais le premier, je l'ai vu qu'une fois, par exemple. Alors que le 2, je l'ai vu au moins. En fait, le 2 est trop iconique, du coup, il fait trop de nombre au premier. Donc laisse tomber, regardez pas le premier, regardez le deuxième. Il y a l'occulte, la religion, les nazis, tout ça, je me rappelle un petit peu. Mais encore une fois, alors, je sais pas si c'est le 1 ou le 2, je sais plus. Mais il y a encore une fois une créature qui naît. Je crois que c'est un clone de quelqu'un. Et t'as ce père qui renie la créature. Et ça refait des choses par rapport à ça. T'as le truc d'équipe qui revient quand même beaucoup. Dans le deuxième, c'est encore plus une équipe. Bon, enfin, ouais, le 2, c'est tellement bien, mais c'est que le 1, c'est dur. C'est vrai qu'entre. Pourtant, il est bien, hein, mais je sais plus ce qui se passe, quoi. Mais du coup, entre les deux, il fait ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre. Ouais. Que j'ai vu il y a très longtemps. Donc. Ouais, son chef-d'œuvre qui a encore le record Standing Ovation à Cannes. Je crois. 23-24 minutes. Oui, 23 minutes. Le Standing Ovation à Cannes, c'est Labyrinthe de Pan. Bon, qui est considéré. Bah oui, moi je pense aussi que c'est son meilleur film. À Bougaka avec la team. Son plus touchant, ça a traumatisé toute notre génération, je pense. Et bah oui, c'est l'histoire d'une petite fille en plein. C'est quoi, c'est Franco à ce moment-là? C'est Franco. C'est le régime franquiste. C'est le régime franquiste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, l'Espagne était neutre, mais oui. Ouais, voilà. Donc voilà, encore cet apport au fascisme de pays contrôlés par l'autorité. Et je sais plus exactement ce qui se passe, mais en gros, c'est la police qui vient dans leur manoir, leur maison à ce moment-là, puis elle qui essaie de se réfugier parce qu'elle a peur, et forcément, elle a peur de cette police secrète. Et en même temps, elle se réfugie dans une sorte de labyrinthe. Non, alors, du coup, je l'ai vu la semaine dernière. Voilà. Donc, en fait, sa mère s'est mariée avec le chef de la police. Ah oui, c'est ça. Ouais. Elle est amenée dans la maison, donc chez son beau-père, quoi. Et du coup, lui, il va traquer les républicains qui se cachent dans les montagnes. J'étais un peu étonné parce que je crois qu'à la fin de la Seconde Guerre, il devait y avoir encore des groupuscules, mais la guerre civile d'Espagne est terminée normalement. Et donc, elle va, comme tu dis, tomber sur un être, un faune. Le faune, ouais. Le faune. D'ailleurs, la traduction, labyrinthe de Pan, ça n'a rien à voir, quoi. Mais, et du coup, elle va vivre une aventure parallèle à cette lutte contre le franquisme. Mais bon, les deux se répondent, évidemment. Et puis, voilà, cette fin qui laisse libre l'interprétation, elle est incroyable, quoi. C'est vraiment. C'est un truc qui m'a énormément marqué à l'époque. C'est à la fin, tu ne sais. Enfin, on te laisse la liberté de croire ce qui se passe, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit ma mère me l'a montré en croyant que c'était un film pour enfants, ma sœur est trauma. Non mais tu m'étonnes. Non, c'est un film aussi pour enfants. Ah ouais. C'est un film pour tout le monde, mais bien sûr. Je pense que c'est assez universel, mine de rien, mais c'est horrifique aussi. Je veux dire, c'est clair, le moi, Pale Man, il a traumatisé tout le monde, quoi. Quand carrément. il est sorti en 2006, moi je l'ai vu un peu après, je vais avoir 10 piges. Ouais, le Pale Man, il te fait peur. Ouais, quoi, mais c'est important de confronter les enfants à ça, justement, pour construire un rapport au monde. Moi, 2016-2017, je regardais Ratatouille, la team. Je regardais pas le labyrinthe de Pan. C'est effrayant, qu'est-ce que tu racontes? Mais ce qui est bien, c'est que. Mais regarde, pour moi, ça me fait penser à Brisby, le secret de Nîmes. Je sais pas, vous voyez, on se dit, c'est pour enfants, mais il y a des choses qui sont terribles dedans. Et c'est ça qui crée des rapports au monde, des rapports aux autres. Ça vous vivifie le chat, ça vous vivifie, c'est ça qu'on essaye de dire. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai vu Robocop à 4 ans, donc c'est sûr que... Oui, t'es un peu pas dans la moyenne. Je considère que ça m'a appris justement à avoir un rapport sain à toutes ces choses-là, quoi, tu vois. Pour moi, le labyrinthe de Pan, tu le regardes tu vas être traumatisé. C'est pas mal, c'est pas grave, c'est du cinéma. Non, mais on se rend compte souvent que les enfants peuvent être traumatisés par des trucs, tu t'en attendais pas. Oui, certes, mais bon, là, quand même, les mains et tout, je me dis, je peux faire des bons cauchemars, quoi. Oui, bonnes insomnies. Mais tu les feras. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, la première fois le film, tu dis, en fait, c'est un film de fantasy, de monstres et tout quand t'es gamin. Quand tu le revois plus vieux, tu dis, en fait, c'est un film fondamentalement politique, c'est un drame, il se passe plein de choses tragiques dedans. Mais tu vois, les allégories et tout. Ils vont comprendre ça. Tu vois, ils vont comprendre que le fascisme, c'est mal. C'est important. Et ils vont comprendre que le vrai monstre, finalement, c'est l'être humain. Exactement. Finalement, c'est il a jamais dit ça Del Toro dans sa film, c'est bizarre. Comme dans Alien Earth, finalement. Après, je crois que c'est son deuxième qui dit ça, finalement, le vrai monstre, c'est les êtres humains. Bah non, avec parce les que du diable, tu vois. Non, parce que Chronos aussi, il y a un truc où c'est le méchant chez PDG qui est le vrai problème. Ron Perlman, c'est le mercenaire un peu fils. Bah pareil, tu vois, dans Chronos, il y a le truc avec père fils et Chine du diable aussi. Bah il y a tous ces gens et tout Mimic aussi, un truc sur la science et l'humain qui a dépassé les bornes contre la nature. C'est vrai. Hellboy, bon vu qu'on s'en rappelle pas, je sais pas. Mais le 2, c'est une sorte de prince qui revient. De ténèbres, je sais pas quoi. Il y a toute une prophétie. Oui. Blade, il n'y a pas trop ça non plus, c'est vrai. Mais après, on peut passer peut-être au celui d'après. C'est Pacific Rim. Son plus gros budget. Son plus gros budget. Super. C'est vrai, ça. De loin.
Super. je crois, ouais. quasiment 200 millions. Ouais, t'as raison. Ouais. Son hommage au kaiju japonais, à beaucoup de choses. Je crois que du coup, ça nous avait dit dans le chat quand on parlait d'Evangélion, Tu tiens à ton Évangélion. Le mec se corrige. Dis-moi que Evangelion. c'était pas une référence, mais oui, à tout ce qui est animé de mecha. Alors, Non, pas mais nécessairement du inévitablement. Evangelion, mais peut-être du Gundam, peut-être du machin. Tout ce qui est kaiju japonais, tout ce qui est Godzilla. Donc, c'est un gros kiff, évidemment. Une musique géniale. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre Pacific Ah, Rim. mais il est vraiment. superbe. Je crois que pour lui aussi. Hein. Son plus Ouais. C'est génial. le blockbuster Ouais. intelligent. Mm. Tu veux parler d'un blockbuster intelligent C'est ça. et fun, parce qu'il y en a des blockbusters Oui. intelligents, mais celui-là, blockbuster intelligent et fun, Ouais. et généreux, encore une fois. Quel dommage qu'il n'y ait jamais eu de suite. Hein. Alors, Il n'y a jamais eu de suite. Non. c'est pas bon, mais c'est bien moins pire que ce que je croyais. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ça va pas me laisser un souvenir impérissable, et ça va complètement à côté de ce qu'a fait Del Toro, Ouais. mais j'étais un peu surpris, quoi. Je m'attendais vraiment à une bousasse, et Ça passe. ça T'as eu se une- regarde. ça T'as se eu une bousasse, quoi. Moi, je trouve Oui. que c'est irregardable. En fait, ce qui était bien dans le Pacific Rim de base, moi, je l'ai revu pareil la semaine dernière, c'est qu'il a compris pourquoi on aime bien ces histoires-là. Ouais. C'est qu'en fait, c'est des gros robots. Mais, C'est bien, les gros robots. mais c'est montré comme des gros robots. C'est-à-dire Ouais. qu'il va toujours comparer ça à des humains, à des camions, À la ville. un navire, au gratte-ciel, à la ville. Il va avoir tellement d'idées à chaque fois pour te mettre une échelle. C'est pour ça que le climax de Pacific Rim, c'est le moins bon passage du film, parce qu'en fait, t'es dans les bas-fonds, et là, t'as plus aucun repère. Tu Ouais, dis, en ouais. fait, les bas-fonds, que le robot il fasse 150 mètres ou 1 kilomètre, moi, ça change rien. Après, il y a là, tu dis les bas-fonds, tu veux dire les hauts-fonds, enfin au fond de la mer, tu veux dire. Oui, bah là où il y a le Oui. truc de dimension, quoi. Mais il arrive quand même à créer quelque chose quand ils font détonner une bombe nucléaire qui vide la Ouais. mer. Enfin, l'impact Enlève l'eau, Ouais. quoi. enlève l'eau. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et puis ça Il y a- revient, Il y a deux idées comme ça. Il y a celle-là, il y a le moment où le coup de poing traverse un immeuble et Ouais. bouscule vous savez, le truc Oui, qui le fait petit détendre, balancier, ouais. le balancier là. Mais ça, c'était C'est des petites choses, c'était mais en practical, mais ça. c'est- ouais, ah ouais, putain. Ouais. C'est d'ailleurs assez impressionnant justement ce mélange entre effets spéciaux visuels on parlait d'effets spéciaux qui avaient bien vieilli pour Blade, Pacific Rim, j'ai pas revu depuis assez longtemps, mais je pense que ça va niveau Ça a super effets bien spéciaux, vieilli. hein. Non, Ah non, oui, ouais, ouais. Mais parce qu'il y a aussi un côté. C'est la nuit de base. Ouais. Ouais, Tout est- non, et tout puis est la nuit, il y a un côté Il très, pleut, tout est caché par les particules d'eau. Oui, ils ont fait gaffe à ça, mais il y a un ouais. côté- c'est à la fois très coloré, très pop. Ouais. Donc en Ouais. fait, ça vieillit bien parce qu'il y a un côté assumé. Comme tu disais, c'est des gros robots et ils font gros robots et on va les barioler un peu. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, puis Non, chaque non. coup, en fait, ils sont très lents. Ouais, c'est Ils sont grands, ils sont lents, chaque coup peut être fatal. Bon, après, l'histoire de rivalité avec le mec, un peu à la Top Gun, c'est pas le Oui, plus c'est intéressant. révolutionnaire, mais bon. En fait, on c'est- s'en Ouais, fout c'est un peu parce les que. tropes Moi, habituels. on s'en fout parce qu'en fait, c'est vraiment, il prend un paquebot, il y a le riff à la guitare, le leitmotiv, et il Oui, tabasse voilà, un il kaiju sort une avec. épée à un moment, enfin bref. Ouais, Mais non, mais il c'est- l'a jamais utilisé dans le film avant, quoi. C'est là où tu vois la maestria du mec parce que dans un autre film, ils ont des fois des idées comme ça, mais tu dis. Ouais, c'est juste pour avoir votre plan iconique que vous allez mettre dans votre trailer. Alors que là, c'est cohérent avec tout le reste du film. Et tout le propos qui est qu'en fait, on est bien peu de choses Oui, face à ce c'est monde. vrai. Mais surtout, il arrive à le mettre en scène, comme tu dis, c'est un tout. C'est-à-dire la lenteur du coup, le fait que ce soit un paquebot, qu'il arrive dans la gueule du monde. Enfin, tout est parfait. Ouais, il Enfin, a géré vraiment, l'échelle, quoi. Et puis, Il y a plein de gens qui le détestent, hein, ce film. oui, bah, Ça écoute. débile. Il y a Il y a des gens, ils trouvent Pacific Rim débile. Il y a combien de films qui ont créé un thème musical ces dernières années Ah ouais. qui est mémorable, quoi. Bah, Il y en a plus, il y a plus de ça leitmotiv au n'arrive cinéma. plus, ça n'arrive plus. Au cinéma, dans les blockbusters, il y a plus trop de leitmotiv, Allez, quoi, en tout Dune, cas. il y a Dune. Oui, il y a Dune, ouais. C'est super. Je déteste le thème principal de Ouais. Dune. Ah ouais avec la meuf qui hurle. Moi, je peux vous faire une thèse pendant 20 minutes de comment ils ont pris le son et avec quel instrument et comment il est fait. Et ça, c'est uniquement s'il faut meubler. Donc, Nous t'écoutons, on d'accord. continue. On peut plus meubler là, c'est fini. On va aller vite sur les Ouais, autres. Vas-y. Crimson Peak, vous en pensez quoi? J'ai oublié. Top. Moi, j'aime bien pour l'histoire qu'il y a derrière autour dans sa vie personnelle et de pourquoi il l'a fait, mais le film en soi, je le trouve pas si incroyable que Et ça. c'est quoi la backstory? Oh putain, je veux toutes mes anecdotes. Bah, Roger. Non, mais c'est parce qu'on a pas beaucoup de temps, du coup, je veux pas te prendre bah le temps. vite fait. En gros, sa grand-mère, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment une figure pour lui hyper importante. Et elle avait un couloir dans sa maison qui menait à une salle de bain. Et en fait, Guillermo del Toro, il estime qu'il a vécu 3 fois des expériences un peu, pas paranormales, mais proches, un peu mystiques, voilà. Donc, il y en a une, justement, qui a inspiré le film, littéralement, et qui était une forme qu'il a vue quand il allait
de ce couloir à la salle de bain. Et donc du coup tout est parti de là. L'idée pour lui ça a été ça, et à partir du moment où il l'a vu, et ben il a voulu commencer à dessiner et à écrire autour de ça. Donc voilà. Et d'ailleurs je crois qu'on le retrouve dans le film, dans la scène. Moi je l'ai revu hier à 3h du matin. Et tu ne dors pas. Non, j'ai une émission à faire. Non, mais donc je l'ai vu hier, et en fait je trouve que c'est le bordel le film. C'est vraiment le bordel. Il y a trop d'intrigues, les acteurs, en plus Tom Hiddleston, Jessica Chastain et tout, bon bref. Un peu des caisses de souvenirs, ouais. Ils en font un peu des caisses de souvenirs. Ouais, ils surjouent à mort. Charlie Hunnam, il est de retour après Pacific Rim ici, dans un rôle lambda, pas possible. Il y a une enquête aussi, il y a littéralement un détective qui est là, il y a un drame familial encore une fois, il y a un apport aux parents forcément, il y a des fantômes qu'on voit un petit peu mais pas trop en même temps. C'est son film le plus horny aussi, à Del Toro. Pourtant, il y a La Forme de l'eau juste après. Il était dans sa phase romance. La Forme de l'eau est quand même pas mal ornie. Pas mal ornie. Mais là, c'est quand même des humains. Et du coup, il y a un truc, ce qui est moins intéressant. Et du coup, il y a ce truc où il y a des adultères, des passions. En fait, c'est charnel. Et il y a une romance gothique. Mais c'est un peu le bordel, quoi. C'est vraiment ça va dans tous les sens. C'est un de ceux qui établit aussi des thèmes qu'on va retrouver dans son Frankenstein, c'est-à-dire le romantisme et l'amour, la passion, quoi. Et anecdote, la personne qui était en charge des costumes sur le film, c'est celle qui est en charge des costumes d'Elisabeth aussi dans Frankenstein. Donc il l'a gardé à partir de ce film jusqu'au bout. C'est ce qu'on retient de beaucoup de Chris Van Pink, c'est son esthétique, c'est ses costumes, c'est ses décors. Puis je veux dire, son code couleur habituel, il y a tellement de couleurs dans ce film, il joue avec et tout. Il y a un cercueil dans Crimson Peak. Moi, je l'ai dit dans la critique de Frankenstein. En fait, Frankenstein, c'est un peu une suite spirituelle à l'esthétique de Crimson Peak. Ce drame romantique, gothique, mais plus maîtrisé, je trouve. Mais ça vole des tours, même si c'est un peu un foutoir, quoi. Je veux dire. Puis moi, j'ai pas compris les acteurs, quoi. Ce qu'il a fait avec, moi, j'ai détesté. D'habitude, ce qui est bien, c'est qu'il est un peu subtil, il dégage un truc et tout. Le prochain avec, comment elle s'appelle, Sally Hawkins. Elle est triste, elle est mélancolique dans La Forme de l'eau et tout. Mais là, ils sont en surjeu total tout le temps. Le fantôme, je trouve qu'il marche pas très bien. Il a pas trop ce rapport au monstre. Ce qui est bien, c'est comme tu l'as dit, peut-être à la backstory, mais aussi la backstory des personnages, le drame qu'ils essaient de ressortir d'eux-mêmes. Oui, mais le film en soi est un peu fouillis, quoi. Fouillis, mais c'est joli, c'est un joli film. Il y a des trucs qui sont vachement mémorables quand même. Et puis il a plein d'idées, quoi, tout le temps. Mais 3 heures, c'était dur. C'est chaud. C'est vrai que c'est 3 heures, j'avais Non, c'est 2 heures, mais moi je l'ai vu à 3 heures du matin. Ah d'accord, ok. 3 heures du matin, c'est dur, mais 2 heures, c'est long. Non, c'est 1h50, ça va. Ah ok, ça va. Non, mais c'était dur quand même. Mais c'est vrai que du coup, après, il fait ce qui est considéré aussi comme son chef-d'œuvre, parce que c'est celui qui a gagné un peu partout. Les Oscars, Oscar, mais je crois qu'il avait gagné aussi Lion d'Or, si je me trompe pas. Ah ouais un truc du genre, juste avant. C'est pour ça que tout le monde s'est dit oui, ça va être l'Oscar, quoi. La Forme de l'eau, du coup. De 2017, effectivement, peut-être son plus orni. Non plus orni, elle avait faim, et lui aussi d'ailleurs. Il y avait La Forme de l'eau, c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un amphibien de Hellboy, grosso modo. C'est ça. Interprété par Doug Jones, que j'adore. Moi, il joue dans plein de trucs que j'aime bien quand il joue pas un monstre d'ailleurs. Et c'est un peu académique. Moi, j'en ai un très bon souvenir parce que ça mélange à la fois une histoire de cinéma, d'expérience scientifique, politique, militaire. Le côté autoritaire encore une fois, et comment trouver l'amour dans la routine parce qu'elle fait ce même métier, un peu tout ça. Elle a des amis au travail. C'est un beau film qui en fait des caisses, moi je trouve, mais c'est un peu le but, quoi. C'est d'avoir cette romance mélancolique, mélodramatique, pardon, et un peu mélancolique d'ailleurs. La créature du lac Noir, c'est un peu ça aussi. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un thème, il y a un leitmotiv. Je trouve qu'il est d'ailleurs Desplat, je trouve qu'il a fait un meilleur travail sur ce film-là que sur Frankenstein. J'allais dire, moi Desplat, je trouve qu'il est vraiment, genre le thème Elisa et Zelda, pardon, il est vraiment incroyable, quoi. Il est vraiment mémorable pour le coup. Pour le coup, il fait vraiment une de ses meilleures BO. C'est ce qui porte aussi beaucoup de son style. Alors, il faut le mentionner, c'est aussi un de ceux où il commence à changer un poil sa patte au niveau de sa réalisation et où il commence à avoir des accusations de plagiat par rapport à Jean-Pierre Jeunet, notamment. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment avec celui-là qu'il commence à avoir ces grands angles vraiment très, très proches des personnages et qu'en plus, il joue beaucoup avec les décors. Alors, après, je crois qu'il y a des histoires d'entre-inspiration parce que Jean-Pierre Jeunet lui prendra Ron Perlman pour La Cité des Enfants Perdus, tout ça. Donc finalement, mais je crois que Jean-Pierre Jeunet l'a quand même très mal pris le succès de La Forme de l'eau parce qu'il s'est dit mais c'est mon film, mais là vous l'aimez quoi. Bon. Moi j'avais trouvé paradoxalement que c'est outre le postulat de cet amour un peu interdit, j'avais trouvé que c'est un peu son plus classique parce qu'il revient sur des thématiques qu'on a déjà vues, comme tu disais.
me suis dit, ok, oui, il y a ce truc un petit peu dérangeant, et en même temps, tu trouves ça beau. Donc... Et le côté film somme. À partir du moment où il arrive à nous interroger là-dessus, c'est quand même intéressant. Oui. Mais je croyais que sur le reste, on était sur un truc assez classique, quoi. Il y a un apport au cinéma qui marche bien, c'est pour ça que je pense qu'il a été récompensé aux Oscars, c'est que l'Académie adore les films sur le cinéma, Oui. et c'est aussi un film sur le cinéma, il y a plein de scènes dans un cinéma. Sur le regard des autres. Mais oui, puis Oui, c'est un amour qui transcende tout, un peu l'amour plus fort que le fascisme, que tout. En fait, Oui. c'est classique, mais moi je l'avais adoré en salle. Puis il y a beaucoup encore une fois, de jeux sur les couleurs, ce bleu qui revient souvent pour plein de raisons différentes. Il y a plein d'idées aussi. Moi je trouve que c'est plus abouti. Le bleu et c'est le vert. plus académique aussi dans le traitement. Le bleu et le vert ouais. de crasse Ouais. du laboratoire dans lequel ils sont aussi par moment. Enfin, vraiment, Mais c'est très marquant au niveau un visuel. faux crasseux, je trouve. Ouais. Là, c'est là où moi je suis un peu. Trop Disney, quelque Et part. là, je trouve, mais on va en parler pour Frankenstein, qu'on commence à voir une évolution justement sur cet aspect-là. Ouais. C'est vrai. Bon, mais je spoil. Et ça a super bien marché, ça fait 200 millions quand même pour un budget de 20 millions. Ouais. C'est fou. Contrairement à la suite de sa carrière. Nightmare Alley. Alors moi, j'avoue, les deux suivants, je les ai pas vus. Ok, Ouais. Nightmare Alley. Alors c'est l'histoire. C'est quoi? C'est les un frics, cirque. quoi. Ouais. Moi, je l'ai vu une fois ça. Donc c'est l'histoire d'un. Alors c'est la troisième adaptation de cette histoire, je Ouais, crois. il me semble, ouais. Ouais, donc c'est pas les freaks. À la base, c'est un côté mi-freak show, mi-cirque Ouais. également. Oui. Ouais, je veux dire, c'est pas l'adaptation du film. longtemps Oui, Freaks. c'est ça, une Ouais, adaptation ok. de Freaks. Je le demandais parce que j'étais pas sûr. Mais... Oui, non, il est pas si bien. Et c'était. Moi, j'ai adoré. Aucun souvenir, par contre. Ouais, mais moi aussi, pareil. Et je trouve que c'est un film. Alors, c'est un film un peu comme Frankenstein aussi, en 2 parties. Et je trouve la deuxième partie un peu moins intéressante parce que justement on sort de ce cirque, on sort de cet univers où on a comme d'habitude un gang avec plein de persos hauts en couleur, notamment Roll Perlman, tout ça, enfin des trucs du genre qui revient évidemment. Et je trouve que la deuxième partie où on rentre dans quelque chose de plus psychologique, de plus rentré dans la tête des personnages, un peu moins intéressant, mais il y a quand même beaucoup d'idées visuelles, il y a quand même beaucoup d'idées dans tout ce qui se passe à l'écran. Il y a beaucoup de cœur en fait dedans et on sent que encore une fois c'est son amour des monstres, de montrer que les monstres, il y a une psychologie derrière, etc. C'est sympa, mais effectivement c'est un peu dur de rentrer dedans. Je comprends que les gens peuvent être un peu indifférents face à ce qui se passe dans le film parce que le film a laissé beaucoup d'indifférence et en même temps il y a beaucoup de gens qui trouvaient que oui, c'était magnifique, et en même temps, beaucoup qui trouvaient que c'était la poudre aux œufs. Bref, il y a beaucoup d'avis qui s'enchaînent autour du film, et je comprends que ça soit pas son plus apprécié. C'est marrant parce qu'il est à la fois sous-coté dans le sens où moi je trouve qu'il est super beau. Quand j'étais dans le film, je sais que j'ai adoré, là c'est un peu plus dur de m'en rappeler, mais je sais que j'avais adoré la fin, j'avais adoré l'esthétique, une histoire de fantôme aussi qui est bien mieux gérée que dans Crimson Peak, les acteurs sont bien meilleurs, Blanchett et Cooper sont... Pourtant c'est pas souvent que Cooper est vraiment aussi bon, je trouve là il y a un truc, ils ont des alchimies, il y a le côté cirque et côté psychologique qui est plus thriller, enquête noire, détective et tout. Donc j'ai trouvé ça vachement bien, mais en même temps personne l'a vu, personne ne l'aime. Mais il était quand même nommé à 10 Oscars, quoi. Ouais. Mais après, c'était l'année maudite de 2021, là où Oui, il y avait. dire, c'était 2021 aussi. Ouais, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Mais je sais que si je le revois, je sais que je vais adorer sûrement. Parce que j'ai trouvé qu'il a une ambiance un peu différente, il y a un apport au monstre qui est différent aussi. C'est encore plus une romance, c'est un rise and fall en même temps. Et c'est différent de ce qu'il a fait. Ouais. Et ça reste une enquête, c'est peut-être son film le plus d'enquête au final. Donc moi je le trouve super. C'est son film le plus à part, je trouve, un peu mais m'a moins marqué peut-être, mais je sais que si je le revois je vais adorer, parce que je sais que j'avais adoré quand je l'ai vu, mais m'a moins marqué. Alors pourtant je me rappelle de plein de scènes, de plein de moments, il y a plein de mythologie qui reprend et tout, donc c'était top. Mais ouais, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, ça vaut le coup je pense. Mais c'est très lent par contre, c'est plus lent. 2 ans avant ou quelques années avant, t'avais Tim Burton qui faisait son Dumbo. On rapproche beaucoup de celui-là et bon, je trouve quand même qu'à côté... le film est bien meilleur que le Dumbo. En même temps, tu sais, Coughing Baby, Atomic Bomb, le truc, il y a un moment. Alors attendez, peut-être que je deviens folle, mais il a pas fait un truc pour le Hobbit aussi à un moment? Il devait. Il a écrit. Ah oui, il devait. Ah oui, voilà, c'était pour ça. Mais il a le crédit final sur le Hobbit. Je sais plus. Sur Wikipédia, oui. Peut-être il a encore le crédit pour la thune, quoi. Ah oui, ok. Il devait faire le Hobbit et puis ça s'est pas fait, quoi. Oui, ok, ouais, d'accord. Parce qu'il avait des ambitions. Ouais, parce qu'il voulait faire des crimes. Non, mais je sais que l'un des trucs qui a foiré, c'est qu'il voulait pas que ce soit un vrai dragon, mais une sorte de masse de mélange noir bizarre. Oui, et tout. c'était pour ça. Voilà. Il y a des trucs, il voulait ça aurait être. été beaucoup plus intéressant. Bah oui, ça c'est évident, quoi. Mais il a fait un truc qui parle d'un petit bonhomme aussi. C'est Guillermo del Toro's Pinocchio. Alors ça me fume parce que c'est Guillermo del Toro's Pinocchio, et c'est le seul qui n'a pas réalisé tout seul. Mais il y
c'est- co-réalisé avec Il Mark devient une marque. Gustafsson. Parce que c'est du stop motion, Ouais. du coup, tu Oui. vois. Et Mais puis, ouais. c'est aussi Qui est le décédé truc, entre-temps. parce qu'il a fait avec Ouais. Netflix Oui. le cabinet des curiosités. Ouais. Et c'est Guillermo del Toro's Cabinet of Ouais. Curiosities, qui était pas ouf. Il y avait une ou 2 histoires sympas, mais globalement, c'était pas ouf. Alors que Pinocchio était chouette. Pinocchio était vachement bien. Oui. Et bien Ouais. mieux, encore une fois, bien mieux que la copie Disney Ouais. à Mhm. côté. Bah, la stop motion est magnifique. Ouais. Le rapport au fascisme, Ah évidemment. ouais, bah, ça, c'est Ouais. t'as toujours Pinocchio là. à l'armée quand même, tu sais, en camp d'entraînement. Ensuite, il finit face à un ange démoniaque. Enfin, il fait un truc trop drôle. Il a super bien géré. Moi, j'adore Pinocchio. Je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations qu'ils ont fait du conte. Donc, ça a sûrement rien à voir avec le conte, j'en sais rien. Mais la stop motion était magnifique. Et puis surtout, bah, les deux films se répondent, Frankenstein et Pinocchio, parce que Frankenstein, c'est un peu l'histoire de Pinocchio aussi. C'est moi qui veux devenir un petit garçon, puis un vrai garçon, Ouais. puis voilà, un être humain, quoi. Et c'est hyper triste comme film, Pinocchio. C'est tragique Ouais. à mort. Il y a un drame familial horrible. C'est top, quoi. Moi, j'ai adoré Pinocchio, c'était vachement bien. C'est aussi, il introduit peut-être le dernier thème qu'il rassemblera tout entier dans Frankenstein, c'est le rapport à la nature également, le rapport aux faits mains, j'ai envie de dire par moment, et à l'humanité, et à la construction humaine qu'on retrouve plus particulièrement dans la deuxième partie de Frankenstein. Ouais, et ça, il y a un truc dans Pacific Rim, parce que pour l'avoir vu la semaine dernière, il y a Gypsy Danger, c'est le seul Jaeger qui est analogue et non pas numérique. Ouais. Et c'est pour ça et du coup, il y a ce mélange de tradition et modernité chez Del Toro, et c'est aussi le propos de Frankenstein d'ailleurs. Mais Pinocchio, si vous l'avez pas vu, allez le voir, même si vous avez déjà vu plein de films Pinocchio, celui-ci est assez unique et il joue sur. Il y a des choses qui font penser à Hellboy 2 d'ailleurs, dans l'esthétique. Il y a des moments qui sont directs en enfer. J'adore. Ça fait penser au studio Laika, beaucoup dans l'esthétique qu'ils ont fait. Ça fait vraiment pour moi, au début, je pensais que c'était un film des studios Laika avec Del Toro. Coraline, Ouais, Kubo et l'armure magique. Ouais, c'est ça, exactement. Et En fait, ouais, parce que c'est. Moi, pardon, j'interromps, mais Ouais. pour le Netflix Club, on a dû le présenter, on devait recevoir Guillermo del Toro, mais au final, il a pas pu parce que sa maman est décédée, et donc du coup, il y a eu un petit souci. Donc du coup, on avait eu une des Clay Woman qui s'est occupée justement de tout le stop motion et qui nous a expliqué tout son processus de création pendant des années, comment elle l'animait, etc. Et en fait, c'est les mêmes studios, je crois, que ceux de Chicken Run. Ok. Donc, Donc, du Hardman. coup, ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, voilà, ceci explique cela. Et c'est vrai qu'il a un attrait d'ailleurs pour la stop motion. Récemment, il a ouvert. Son prochain film, c'est un stop motion. Ouais, mais pardon. il a ouvert une école, c'est ça, en partenariat avec les Gobelins et Netflix. Et au Oui, c'est Mexique ça, aussi, je crois. exactement. Ouais. Il a ouvert C'est une ça. section, je crois, mais ouais. C'est ça. Bah, il adore le stop motion. Je crois que son prochain film, c'est l'un de ses prochains, c'est une coréale stop motion. Donc je pense que ça va être vachement bien. Et bon, on est passé On niveau finit, temps. on va un peut peu parler déborder. de- Je pense, Punaise. désolé, On va la mieux régie. gérer le temps la prochaine fois. Hein.